fait tous les travaux et la possibilité qu'il a fait, donc la sécurité, la capacité, il était très énergétique. Et il a mené cette thèse avec beaucoup de courage, beaucoup d'optimisme. Il était toujours souriant, il était toujours là. Et ça, c'est la qualité d'un chercheur. On ne trouve pas beaucoup de chercheurs comme ça. Par contre, donc je vais remercier tous les membres du jury, donc et bien sûr comme les archives obligent, on commence toujours par remercier le président du jury parce que donc d'avoir accepté mon ami et mon collègue professeur Aziz d'avoir toujours répondu présent quand on lui propose de présider un jury ou d'intervenir pour juger un travail. Donc je le remercie infiniment pour son dévouement et pour sa simplicité, pour son tir. Et bien sûr, je remercie mes collègues aussi, le professeur Fierro venant de France, donc de loin, et donc pour sa participation, pour son rapport, pour ses remarques et toutes ses propositions, et donc qui sont pertinentes et qui donnent donc un petit peu de la valeur aux travaux de Essam et donc pour un certain nombre de propositions. La même chose pour le professeur le Khmiri, donc notre collègue qui vient de Tanger. Donc ça me fait plaisir de recevoir pour la première fois dans le jury d'une thèse et de faire reconnaissance et donc de voir qu'il est donc dévoué et qu'il accepte avec plaisir, avec beaucoup de gentillesse de juger les travaux. Et d'ailleurs on lui a proposé de faire le rapport de notre thèse et il a accepté avec son réticence. Donc je le remercie infiniment pour son déplacement, pour son dévouement et pour tout ce qu'il a donc apporté à ça. Je n'oublierai pas non plus le professeur Belhouad, même s'il n'est pas là, donc il a des raisons de ne pas être parce qu'il est occupé, il avait en même temps une soutenance, je crois, d'une habilitation ce matin. Et donc je le remercie pour son rapport et pour ses remarques et pour son soutien. La même chose, je remercie notre collègue, je ne sais pas, là je crois, le professeur Aman Jada, de son intervention et d'avoir répondu positif de premier. Quand je lui ai envoyé mes mails, il n'a pas donné des réticences, il a dit oui, avec plaisir. Et en plus, il faut bien demander à notre collègue Fierro, la date de cette thèse elle a tellement changé parce qu'il fallait trouver une date où tout le monde est disponible, avec en plus la vacances qui ont été changées, donc il y avait plein de problèmes. Et la même chose pour le professeur Youssef Habibi, donc j'espère qu'il nous écoute. Je le remercie infiniment de sa disposition, de sa disponibilité, de ses conseils et tout. Il a répondu lui aussi toujours positif, sans aucun problème. Et je lui souhaite une bonne rétablissement. Et surtout, on a préféré qu'il soit avec nous, mais pour des raisons de santé. Donc, Inch'Allah, pour une autre fois, possible. Donc, je vous remercie infiniment et je vous souhaite un bon rétablissement. Donc, pour votre donc, merci. Et je n'oublierai pas de remercier notre collègue Amadine, lui aussi d'avoir accepté avec son réticence d'avoir participé au jury de thèse et avoir apporté pas mal de questions, pas mal d'éclaircissements sur l'ensemble de ces travaux effectués par mon institut. Alors, juste pour quelques éclaircissements rapidement, parce que j'en ai noté beaucoup, mais je ne vais pas faire tout. Donc, nous, au départ, ça c'est une réponse pour tout le monde, au départ, notre but c'était de s'attaquer à une pollution majeure, donc on voulait trouver un moyen d'éliminer cette pollution. C'est ça, le but au départ c'était ça. Donc lorsqu'on a trouvé qu'on a produit du charbon et qu'on pourrait peut-être valoriser ce charbon et tout ça, on commençait donc à... c'est la nature humaine, donc plus il a quelque chose, plus il a envie d'avoir un peu plus. C'est comme ça. Et donc on a vu que ce charbon, donc ce biocharbon, on peut peut-être le rentabiliser et le rendre avec une valeur ajoutée. Et donc on est rentré dans ces processus d'activation, ces processus donc. Et après on a dit, comme c'est liquide, pourquoi pas faire des matériaux d'une manière in situ.
parce que ça présente donc l'activation du charbon se fait après avoir le charbon, donc par plusieurs méthodes, chacun sa méthode, ils font de l'activation. Nous, on a cherché à ajouter des composés, donc l'aluminium, par exemple, comme acide de Lewis, ou l'acide phosphorique, ou le NaOH, donc je reviendrai. Donc, pour une réponse aussi donc, pour le professeur Habibi et pour le professeur Hamdan, il dit pourquoi le choix est fait en fonction de ce qu'on veut nous piéger. Donc, Issam n'a pas présenté tout. Il a plein de raisons. Par exemple, il a un carbone dopé au tungstate. Alors, pourquoi le tungstate? Le tungstate, c'est tout simplement parce que moi, durant ma thèse, pendant ma thèse, j'ai formé plein de complexes à base de tungstate avec des carbohydrates. On a dit peut-être on aurait un matériau qui piégerait les carbohydrates. Parce que, donc, c'est comme ça. Donc, l'oxyde de calcium, c'est parce que le calcium est biologique. Donc, on a voulu faire un matériau bleu. Et donc, on avait un certain nombre d'objectifs. Et l'un des objectifs, par exemple, là, on a détaillé uniquement, ou Sam a détaillé uniquement les eaux usées, mais on a un objectif, par exemple, de créer du carbone pour des dentifrices. Pourquoi pas? Parce que c'est la mode aujourd'hui. Si vous allez dans tous les supermarchés, vous avez plein d'identifices à base de charbon. Et si on peut faire du charbon incité avec une molécule qui s'attaque au tard, donc il ne faut pas qu'il soit nocif, mais on peut tenter. Donc il y a plusieurs. Et donc le choix de tous ces composés, on met des dopants, c'est parce qu'on veut aboutir à un charbon pour une application d'autre. Donc on a ici montré que ça, mais on a fait aussi l'absorption des gaz. Ça ne fait pas partie de la thèse, mais il a un travail assez large. Donc je dis donc à ça, il était très, très actif et très mobile. Alors, pour la précision des résultats, ça c'est vrai. Donc je vais répondre rien que ça rapidement. La précision des résultats concernant donc ces phénomènes d'absorption. D'abord, les phénomènes de caractérisation, c'est vrai, il y a plusieurs méthodes de caractérisation qu'on n'a pas pu faire parce qu'on ne dispose pas de ces méthodes. Pour le BET, par exemple, on a voulu faire ça au Maroc. Et chaque fois qu'on a sollicité quelqu'un, soit ils n'ont pas de gaz, soit ça ne marche pas encore. Alors qu'on est donc à Issam, il s'est débrouillé pour qu'on puisse voir ailleurs. Et ça marchait très bien parce qu'il ne faisait pas que le BET, il faisait le BET, le MEP et l'analyse élémentaire. Et avec des prix vraiment très, très... Ça, c'est pour les étudiants. Donc, si les étudiants ont besoin de faire des MEP ou de faire des analyses, voilà, au Maroc, vous allez prendre beaucoup de temps. Je ne suis pas contre la concurrence. Je ne fais pas la concurrence à mon pays, mais c'est la réalité. En Turquie, il y a des laboratoires et on a trouvé un laboratoire qui font ça rapidement et avec beaucoup d'efficacité et avec moins... avec un prix vraiment dérisoire. Donc ils ne font même l'analyse thermique, l'analyse élémentaire et le BET. Donc, voilà, donc, si on a des appareils, on achète des appareils qui ne fonctionnent pas, je suis désolé, ça c'est les gens qui font. Donc voilà, pour les caractérisations, on a fait ce qu'on a pu, mais on n'est pas contre pour faire le ramon par exemple, ou pour faire le ramon au niveau de CNRSS et l'EMPAC, voilà, on s'est renseigné, donc il y a des problèmes. Alors, si on revient sur la précision des résultats concernant le processus d'absorption. Donc lorsqu'on est rentré dans ce... Moi, je fais beaucoup plus l'absorption et le phénomène de diffusion à travers les membranes, donc avec mes étudiants. Et c'est la première thèse où on s'est attaqué donc, à ces phénomènes d'absorption donc, sur des charbons actifs ou sur des charbons dopés. Et donc, comme je l'ai dit à Issam qu'on a discuté, il y a dans les modèles qui sont donc, actuellement qu'on utilise, pourquoi d'abord il y a autant de modèles? Il faut se demander ça. S'il y a autant de modèles, c'est parce qu'on n'arrive pas à cerner les problèmes. Il n'y a pas beaucoup de précision sur ces modèles-là. Parce que moi, en tant que... Voilà, l'équation, il est devant nous. En tant que quelqu'un qui fait de la cinétique, cette équation-là, il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Parce que d'abord, l'absorption, c'est un équilibre. L'absorption, c'est un phénomène d'équilibre, et non pas une réaction totale. Ça, c'est pour une réaction totale. Et donc, à partir de là, quand l'absorption est grande, quand le Qmax est assez grand, on ne voit pas les incertitudes, ils sont masqués. On ne voit pas de problème. Mais quand l'absorption devient un petit peu moins là, les problèmes commencent à surgir, commencent à sortir. Et cette équation-là, quand ils disent l'ordre 2, moi je crois l'ordre 2, c'est entre le substrat et les fonctions sur le carbone. Le carbone n'est pas un catalyseur dans ce cas-là. Le carbone, c'est un élément. C'est comme un élément qui, dans la concentration, va diminuer. Pas le carbone, mais les fonctions. Une fois ils réagissent, leur concentration va diminuer. Donc, tout ça, ça reste à éclaircir.
C'est pourquoi d'ailleurs on trouve beaucoup de modèles d'absorption. Il y en a la Guimir, Rendic et ainsi de suite. Et chaque fois on bascule, comme l'a dit notre collègue, est-ce que d'après le tableau qu'il a montré, est-ce que vraiment on peut dire qu'il est le modèle le plus proche? Alors ça se voit aussi sur les constantes thermodynamiques, comme il a dit notre collègue. Alors lorsqu'on revient aux constantes thermodynamiques, quand l'absorption est grande, il n'y a aucun problème, on trouve un delta G négatif. Mais dès que l'absorption commence un petit peu à diminuer, quelquefois, moi quand ça m'a montré ça, je lui ai dit, va refaire tes manies. Je croyais qu'il a fait une erreur. Il a des delta G positifs, on sent que le processus a lieu. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'absorption avec un delta G positif. Vous dites ça à n'importe quelqu'un qui fait le thermodynamique physique ou chimique, pour lui, delta G positif, il n'y a pas de phénomène. Donc, delta G positif, pas de phénomène. Delta G égale 0, équilibre. Delta G négatif, le phénomène pas spontané, total et irréversible. Spontané, c'est un terme cinétique. Et donc, quand il m'a annoncé ça, j'étais écœuré. Alors, qu'est-ce qu'il disait? D'ailleurs, j'étais dans plusieurs thèses et j'ai rapproché aux étudiants de dire. Ils me disaient, ouais, on a un delta G positif et on dit absorption, comment? Difficile, absorption difficile. Ce n'est pas un terme scientifique, ça veut dire quoi absorption difficile? Non, il faut être rigoureux. Ça vient du fait que les modèles utilisés ne sont pas rigoureux. Et là, lorsqu'il porte log de 4D ici, c'est là aussi un problème. 4D n'est pas une constante thermodynamique. 4D, c'est une constante, comment dirais-je, de partage. Ce n'est pas une constante thermodynamique. La loi de Van 't Hoff, c'est la constante thermodynamique réelle. Et comme ils ne peuvent pas accéder à la constante thermodynamique réelle, ils ont subtilisé, ils font ça. Et ça, lorsque vous avez une grande absorption avec un Q assez élevé, ça ne se voit pas. Vous obtenez un delta G négatif et vous êtes content. Mais du moment où vous rentrez dans des domaines où l'absorption est moyenne ou faible, vous allez commencer à faire sortir des delta G positifs. Et ça m'a montré ça, je lui ai dit, je te souhaite beaucoup de courage parce que si on envoie ça à quelqu'un pour publier, peut-être ils vont nous refuser nos articles. Parce que delta G positive est un phénomène qui a lieu, ça pour la thermochimie ou la thermodynamique, ce n'est pas tellement juste. Et donc l'un des objectifs que Essam a parlé pour lui, et peut-être pour moi, donc je discute avec lui au travail, c'est notre but. Moi je fais beaucoup de mécanismes, j'enseigne de la cinétique, et j'enseigne beaucoup de mécanismes, donc, et je fais pour les états de transition. Ce qui m'intéresse beaucoup, que ce soit au niveau de membrane ou que ce soit au niveau de ces associations sur les matériaux carbone, c'est de cerner vraiment, à voir le mécanisme réel. Quel est le mécanisme réel? Parce que notre collègue nous a parlé, il nous dit, si vous parlez d'une fonctionnalisation, les organisations ne vont pas accepter. Ils vont sauter au plafond. Moi, je dis aux organisations, quand vous me dites le mécanisme de la réaction, parce qu'on a un H qui va ici, un OH qui va ici, ce n'est pas un mécanisme. Ça, c'est des spéculations. Le mécanisme, c'est en fonction de la température. Il faut étudier la réaction cinétique en fonction de la température, trouver l'état de transition. Et voilà. Et là, oui. Alors, c'est ça ce que Essam doit faire, ou là, ce qu'on va faire, c'est travailler avec la température, aller chercher les états de transition, aller comprendre vraiment quelle est l'étape cinétiquement déterminante, aller comprendre quelle est l'association. Est-ce qu'il est monodonte, évident? Voilà. Et c'est ça. Alors, lorsqu'il met ces dopants, moi j'appelle fonctions, on crée des fonctions. On a créé des fonctions. On a créé des fonctions, que ce soit des fonctions aluminium avec eau, que ce soit, et d'ailleurs, la preuve ça. Alors, une petite réponse pour notre collègue quand il a dit sur la courbe, on a une chute et on ne comprend pas. Peut-être ce n'est pas une erreur, peut-être, j'en sais rien, il faut confirmer. Mais si on regarde sur la page 87, je crois qu'il y a un tableau des colorants, vous voyez ce violet méthyle, il a 3 sites d'interaction, azote en plus. Et ils sont tous protonés. Et donc, lorsque vous allez faire varier le pH, peut-être il y a un site qui se déprotonne et ça chute. Il n'y a plus d'interaction. Donc, lorsqu'on joue avec le pH, il faut être très attentif. Parce que, par exemple, la même chose pour répondre le paracétamol. Dans une zone, il est neutre de pH. Mais quand vous allez dans une autre zone de pH, l'azote peut se protoner. Et s'il est protoné, il devient chargé. Et peut-être ça change l'interaction. Si on a des sites négatifs, l'interaction devient importante. Si on a des sites positifs, il y a répulsion. Et donc, ce jeu de pH, ce n'est pas aussi facile que ça. Et donc, puisque les colorants présentent ça. Et donc, voilà, je voulais dire que
du moment où il y a plusieurs modèles, et du moment où il y a beaucoup d'incertitudes sur le résultat, il y a beaucoup de choses à faire dans ces phénomènes d'absorption sur le charbon. Comme je viens de dire à notre collègue professeur, il y a encore beaucoup de choses à éclaircir, et surtout du point de vue mécanisme. Alors pour répondre aux interactions, le nombre d'interactions, c'est juste un concept qu'on a développé au laboratoire. On faisait l'interaction sur les membranes qui sont aussi des phases poreuses, et on a constaté avec plusieurs thèses et plusieurs expériences que lorsque l'on a des éléments tels que les ions métalliques qui ne peuvent établir qu'une seule liaison avec l'agent à l'intérieur de la membrane, on a trouvé toujours des delta S d'activation inférieurs à 200. Et ça avec tout. Et là, on a supposé que c'est monodenté. Et lorsqu'on a fait des composés tels que par exemple l'ion chromate, qui est un peu plus grand et qui a 2 sites d'interaction, là on a trouvé des delta H d'activation comprises entre 200 et 300, négatif, toujours négatif. Delta S d'activation. Et là, et donc d'autres molécules ont montré aussi qu'on a des delta S d'activation dans cet intervalle-là. Il n'y a que 2 sites possibles, donc c'est évident. Et quelques cas particuliers avec le sucre, et notamment avec un étudiant qui est parti, il a vu qu'il y a des delta S d'activation de l'ordre de plus que moins 300. C'est là la possibilité d'une liaison tridentée. Alors pourquoi ce delta S d'activation pourra donner plus d'informations? Parce qu'il est lié à une vraie réaction élémentaire qui est l'étape cinétiquement déterminante. Alors que le delta S... Selon l'espace aussi. Oui, alors que le delta S thermodynamique, qui c'est un état initial final et qu'il est une grandeur macroscopique. Et là, un exemple, et ça m'a fait, on était sur le même charbon avec le même, on a fait varier que le taux de dopant. C'est l'aluminium, je crois. Oui. Et donc, on a vu qu'à un moment donné, on avait pour un certain pourcentage de l'aluminium, notre carbone est présent avec les calculs et tout, toujours un delta S d'activation négative, donc c'est l'état de transition négatif, c'est-à-dire que l'étape cyniquement déterminante qui impose la vitesse, c'est l'association entre le substrat et le site sur le charbon. Et après, donc, on a trouvé par calcul, c'est toujours les calculs avec cette équation un petit peu imprécise, que le delta S est positif. Donc au départ, on a dit oui, à l'intérieur du charbon, donc il y a et pardon. Mais après, lorsqu'il a augmenté juste un peu plus le pourcentage d'aluminium, le delta H thermodynamique devient très négatif. On commence à passer des liaisons pipi, des liaisons d'un peu physiques vers des liaisons chimiques. Et là, le delta S thermodynamique devient négatif. Et alors que le delta S reste toujours, delta S d'activation reste toujours. Donc, vous voyez, donc il y a beaucoup de choses à trouver là-dedans. Alors pour les liaisons, pour répondre au professeur, donc les liaisons, est-ce que les liaisons pi ou liaisons hydrogène, on ne peut parler de ça, c'est à partir de la cinétique. Donc la cinétique, il a montré que lorsqu'il a calculé le A, ces énergies d'activation sont faibles, sont de l'ordre de 10, 18, 15. Ça, c'est des quantités faibles. Pour une vraie réaction chimique, c'est de l'ordre de 80. Et donc là, on peut s'avancer en disant que ce sont des liaisons pipi, des liaisons hydrogènes, des liaisons électrostatiques, avec le delta S. Mais ça, c'est juste, comme il a dit notre collègue, c'est de la spéculation, ce n'est pas le vrai mécanisme. Le vrai mécanisme, il faut étudier le processus en fonction de la température et cerner bien les choses. Comme ça, lorsqu'on voit une énergie d'activation un petit peu faible, c'est vrai, ce sont des liaisons, donc l'état de transition est facile, et ce sont des liaisons qui s'établissent rapidement, donc c'est des liaisons qui ne sont pas très énergétiques. Et donc lorsque vous allez commencer à aller vers une absorption chimique, donc là, vous allez avoir des delta H plus faibles, des delta H plus négatifs, vous allez avoir donc des EA plus élevés. Et là, vous allez passer vraiment à une vraie réaction chimique, donc une vraie liaison chimique entre l'absorbant et tout ça, je réitère d'abord, ça reste un phénomène, ça reste un milieu où il y a beaucoup d'imprécisions. Et les gens qui ont le courage peuvent aller là-dedans. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à éclaircir. Mais je vois Mme Pierrot qui est en train de sourire. Et il peut me contrarier, mais il travaille beaucoup sur le carbone. Il sait, c'est un phénomène où il y a beaucoup de choses à faire. Alors il y a une chose que je n'ai pas beaucoup saisi la question de notre collègue Youssef. Et donc
concernant le cessage de ça. Donc l'eau, est-ce que l'eau s'évapore à 950 degrés ou cessage, voilà. Et là, nous, donc il y a un choc thermique, c'est-à-dire que notre solution plonge directement dans un four où c'est à 950 degrés. On appelle ça un choc thermique. Alors ce choc thermique, est-ce que vraiment un mélange entre une vaporisation de l'eau et une décomposition ou formation de radicaux? Non, parce que nous sommes à un niveau énergétique élevé. Et ça, moi, me concerne nous, je veux le dire en arabe, nous les musulmans, il y a beaucoup de gens maintenant qui expliquent, c'est un nombre de chocs assez énorme, énergétique, qui va venir de pas où, traverser le soleil et taper la mer. Et tout l'hydrogène et l'eau va se dissocier, ça donnera l'hydrogène et ça brûle et ça devient vraiment quelque chose. Et ça, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Nous, donc, on fait un petit choc thermique, je ne crois pas qu'on est à ce niveau-là, mais là, à partir de ce choc thermique, on ne sait pas est-ce que c'est vraiment l'eau s'évapore entièrement ou une partie donc forme des radicaux. Il y a plusieurs suppositions. Mais ce qu'on observe, c'est qu'on obtient du charbon propre, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. On n'obtient pas un hydrocharbon, on obtient un charbon propre. Voilà ce que je voulais dire. Une fois encore, je réitère donc, mes remerciements à tous les membres du jury et à notre collègue donc, Youssef, malgré donc, sa santé, donc, il a participé, et tous les gens qui nous ont aidés donc, à aller donc, pour pouvoir soutenir donc, la thèse de Issa. Et enfin, encore, je félicite Issa pour l'ensemble. Je le souhaite une bonne continuité et bon courage pour la suite. Voilà, Monsieur le Président. Merci.